Donc, C'est à toi, Jean-Charles. donc je propose qu'on enchaîne sur le cœur du sujet aujourd'hui, hein, c'est CIDES, UNES évaluation. Donc on va faire un point détaillé maintenant sur la campagne de lancement et de formation donc à CIDES, UNES évaluation. Bon, je rappelle le contexte de CIDES, UNES évaluation. Euh, il y a en particulier quand même la nouvelle dosymologie de la R2C. Donc, SIDAS UNES Évaluation répond aux nouvelles modalités, que ce soit les KFP, les TCS, et en particulier les stations d'échos, quand même, qui est au cœur de, les échos sont au cœur de la réforme. Et puis donc, on reprend évidemment les anciennes modalités dosymologiques que vous connaissez, les DL, les DP, les LCA et l'ensemble des questions. Je rappelle donc qu'il y a des améliorations fonctionnelles pour chaque utilisateur. Donc les enseignants, évidemment, la nouvelle dosymologie. Les étudiants, on a des nouvelles fonctionnalités, en particulier au moment du passage des épreuves. Et puis avec une attention particulière sur le offline. Donc on a la possibilité de pallier à des interruptions de Wi-Fi par exemple, pendant les épreuves, et puis des outils de communication avec les surveillants pendant les épreuves. Pour les scolarités, il va y avoir une grosse évolution qui sera la possibilité de planifier la conception des épreuves, donc en précisant les questions attendues, en les assignant à des enseignants et pouvoir faire des relances. Donc il y a aussi des fonctionnalités d'émargement d'entrée-sortie, de gestion et de remplacement des appareils quand les épreuves sont faites en salle, évidemment, et de gestion suivie par salle et de communication pendant les incidents. Et donc toute l'architecture a été revue, reprise complètement, hein, avec des priorités qui sont la sécurité, avec un encryptage de bout en bout des informations échangées, la stabilité, avec des modules qui sont indépendants les uns des autres, la résilience, en particulier vis-à-vis des réseaux, avec la possibilité de pouvoir faire l'épreuve en offline. Et puis, donc, ce qui est très important, c'est la mise à l'échelle et la performance, donc avec la possibilité de mettre à l'échelle l'infrastructure en fonction des besoins en volume d'étudiants ou d'importance donc de personnes qui utilisent en même temps une application. L'organisation, CIDES UNES évaluation, l'organisation modulaire de l'outil. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est central, mais c'est quelque chose qui se faisait déjà naturellement sur CIDES, j'ai envie de dire. Donc le nouveau CIDES UNES évaluation, il est organisé autour de 5 modules fonctionnels. Donc le premier, c'est le module studio qui sert à la création des éléments d'épreuve. Donc les éléments d'épreuve, ce sont les questions isolées, ce sont les DP et les DL, tous les dossiers que vous connaissez, et ce sont aussi les stations d'échos. Donc ça, c'est la très très grosse nouveauté. Le deuxième module, c'est le module planificateur, donc qui sert à la préparation des épreuves, avec donc des outils d'organisation, de planification et de supervision de la conception des éléments d'épreuve attendus. Donc ça, c'est beaucoup centré autour des scolarités, hein. Le troisième module, c'est le module superviseur. Donc c'est le module qui sert à surveiller les épreuves, donc la surveillance, la supervision des épreuves par les gestionnaires pendant le passage des épreuves par les étudiants. Le quatrième module, c'est le module examen qui sert au passage des épreuves par les étudiants. Donc, en gros, c'est l'interface qu'ont les étudiants pour passer l'épreuve. Et le dernier module, le cinquième, c'est le module notation qui sert à réaliser donc le post-traitement des épreuves tel que vous le connaissez, donc la correction des questions qui ne serait pas à correction automatique, hein, l'analyse des questions et puis les décisions de jury sur les contenus d'épreuves, que ce soit la neutralisation en particulier d'une proposition de réponse ou bien la correction d'erreurs de saisie au moment sur ce qui est valide et non valide au moment de la conception. Et puis évidemment, le module notation, il sert à l'exportation des notes. Donc voilà, Non, organisation attends, modulaire en 5 excuse-moi. parties. Ouais, c'est intéressant. Alors, je ne sais pas s'il y a des questions. Pour ceux qui ont vraiment l'habitude d'organiser des examens aujourd'hui, voilà, vous pouvez vous demander, mais pourquoi ça a été séparé comme ça, etc. Alors, on peut donner plusieurs arguments. Souvent, c'est parce que ça correspond plutôt à des métiers ou à voilà, donc des rôles qui sont différents.
Il y a aussi une notion chronologique, hein, vous avez bien vu dans les étapes. Il y a aussi une notion informatique de pouvoir voilà, décharger, faire tourner les examens alors que le studio compte tourne encore. Donc ça, c'est des aspects plus techniques autour de cette dimension de modularité. Mais globalement, c'est exactement le scénario suivi actuellement pour les examens qui sont réalisés. D'accord? Donc, l'effort qu'il faut faire ici, c'est essayer de plaquer par rapport à ce que vous avez l'habitude de faire, quels modules vont vous intéresser pour essayer de, voilà, de rentrer dans ce nouvel environnement de plateforme. Donc effectivement, voilà ce que vient de dire Olivier, illustré sur un schéma aujourd'hui et demain. Donc comment se gère une épreuve et donc comment sera gérée une épreuve sur CIDES UNES Évaluation. Donc ici, vous avez les trois phases, on va dire, de réalisation d'une épreuve. Donc il y a la phase avant l'épreuve, donc qui est une phase de conception des questions déjà dans un premier temps. Donc on voit qu'ils sont réalisés dans le studio. La deuxième phase de préparation, c'est la préparation de l'épreuve elle-même, donc qui est faite au niveau du planificateur, soit par l'enseignant, soit le plus souvent par des scolarités. Donc ça, on est dans la phase avant l'épreuve. Au moment du passage de l'épreuve, donc pendant l'épreuve, on a la mise en œuvre de deux modules. Le premier module, donc, c'est le module superviseur, donc qui sert au gestionnaire de l'épreuve, donc à superviser l'épreuve. Et puis le module en parallèle, qui est utilisé lui par les étudiants pour composer, donc qui est le module examen. Enfin, après donc la fin de l'épreuve, on a le dernier module qui est mis en œuvre, donc qui est le module notation, qui sert à la correction et à l'exportation des notes. Donc ici, on retrouve effectivement une organisation à la fois métier et chronologique autour de la réalisation des épreuves. Donc les 5 modules, on va revenir maintenant sur le déploiement progressif de ces modules au cours des mois prochains. Donc, nous sommes au mois de mai. À partir de lundi, donc dès lundi, vous allez avoir donc mis à disposition le module studio. Et l'objectif de cette mise à jour, de cette mise en ligne, c'est de permettre aux enseignants la création des contenus d'évaluation pour la rentrée 2021-2022. Avec une particularité, c'est que pour l'instant, au mois de mai, les questions donc, dans le studio seront créées de novo et que les anciennes questions de CIDES seront, elles, disponibles, accessibles en importation à partir du mois de juillet. Donc, mois de mai, mise à disposition du studio, ça commence lundi. Ensuite, la chronologie, c'est juillet. Donc, début juillet, vous allez avoir donc à votre disposition donc les différents modules planificateur, superviseur, examen et notation, ce qui vous permettra donc de préparer les épreuves du mois d'août et du mois de septembre. Évidemment, celles d'après aussi. En parallèle donc à la mise à disposition des modules donc de CIDES UNES Évaluation, vous aurez, on l'a déjà évoqué tout à l'heure, la mise à disposition de UNES Cockpit pour la gestion des groupes d'étudiants à inscrire aux épreuves. Enfin, en août, donc, débuteront les épreuves facultaires sur CIDES UNES Évaluation. En parallèle à cette mise à disposition progressive, il y aura donc un accompagnement des utilisateurs par l'UNES. Tout à l'heure, on va vous expliquer l'accompagnement spécifique au cours du mois de mai autour du studio. Donc, si je mets en rapport le schéma d'utilisation de CIDES UNES que je vous ai montré avant et que je mets en rapport donc maintenant les dates de mise à disposition et donc la gestion des épreuves d'août et de septembre. Donc on voit que entre mai et juin, vous allez pouvoir donc concevoir les questions des épreuves d'août et de septembre dans le studio, donc qui est mis à disposition à partir de lundi. Ensuite, début juillet, on va vous donner accès donc à l'ensemble des autres modules. Donc, ce qui veut dire qu'à partir de début juillet, vous allez pouvoir utiliser le planificateur pour préparer les épreuves et
en parallèle, donc utiliser l'UNES Cockpit pour pouvoir gérer les groupes qui seront donc utilisés dans le planificateur pour inscrire les étudiants. Ensuite, à partir du mois d'août, donc vous allez pouvoir utiliser les autres modules, donc superviseur, examen, notation, pour réaliser les épreuves et ensuite donc les corriger. Donc voilà pour la préparation, cette période transitoire de préparation des épreuves d'août et de septembre. Excuse-moi, Jean-Charles, tu peux revenir, tu vas peut-être à la diapo d'avant. Ouais. Donc, on sait bien qu'en août, il peut y avoir des examens de rattrapage, etc. Est-ce que tu vas aborder les conférences? Voilà, c'est ce que j'aborde ici en fait. Quand on parle d'épreuves d'août et de septembre, on parle de quoi? On parle des conférences d'internat et des secondes sessions, donc les sessions de rattrapage 2020-2021. Donc je reviens sur ce que je viens de dire. Mai-juin, donc en gros, la campagne, c'est de préparer les sujets dans le module studio. Donc de façon très pratique, donc à partir de lundi 10 mai. Donc le studio va être proposé, va être ouvert aux référents UNES. Donc tous les référents UNES actuellement inscrits au groupe d'échange, qui ont été donc des référents UNES identifiés, dès lundi pourront accéder au studio donc pour le prendre en main. Et puis, dès le 24 mai, tous les enseignants qui auront fait la démarche de demander l'accès au studio en parallèle aux formations UNES, donc il va y avoir un formulaire qui va être mis à disposition pour s'inscrire, juste pour dire voilà, merci de me donner accès, un formulaire à remplir très simple. Et donc, à partir du 24 mai, tous les enseignants, en gros, toutes les personnes qui ne sont pas des référents UNES et qui auront demandé l'accès pourront accéder au studio à partir du 24 mai. Sur la préparation des sujets, il y a une seule limitation, donc c'est la nature des questions. Il y a 3 types de questions qui, pour les épreuves d'août et de septembre, ne seront pas disponibles. Ce sont les questions de type zone, les questions de type numérique et les questions de type associatif. Donc, si jamais vous aviez en tête d'utiliser en août ou en septembre un de ces 3 types de questions, malheureusement, elles ne seront pas disponibles. Il faudra donc utiliser un autre type de questions. Pour les questions numériques, il faudra utiliser les crocs. Pour les questions associatives, plutôt utiliser donc des QRU ou des QRM. Et pour les questions zones, effectivement, à nouveau, soit utiliser des crocs, soit des QRU, des QRM. Donc voilà, la limitation importante, c'est sur mai-juin, c'est ces 3 types de questions. Donc, préparation des sujets mai-juin. Ensuite, donc, à partir de juillet, vous allez pouvoir préparer les épreuves. Donc, dans le module planification, en lien avec donc UNESCO Cockpit pour la création donc des groupes. Et puis donc, en août, ça sera le passage des épreuves à la fin donc du marché de l'ancien environnement. Olivier? Non, ça me paraît très bien, Jean-Charles. On suit les questions. Donc, n'hésitez pas à intervenir à l'oral aussi pour certains, hein, si vous avez envie, vous avez la main. Oui, bonjour. Oui, allez-y. Bonjour, c'est Abel Bellati, Université de Limoges. Oui, bonjour. J'ai juste une question en fait. Quand vous avez dit en fait, vous allez envoyer un formulaire pour que les enseignants s'inscrivent. Je vais repréciser après. Je vais repréciser comment on y accède après. Ça me pose un peu un problème parce qu'en fait, ils ont déjà validé leur certificat sur l'ancienne plateforme CIDES, ils ont déjà accès. Non, mais c'est juste une demande. C'est une demande. Je vais vous montrer, c'est très simple, c'est une demande. Il faut qu'ils se connectent à un formulaire et qu'ils saisissent leur nom et en gros et qu'ils valident et après on les inscrira en fonction de cette inscription. Le formulaire, il est dans la mallette de formation en fait. Ça veut dire que quelqu'un qui vient s'inscrire, il sait aussi où trouver l'information pour s'auto-former, on va dire, et accéder au webinaire, avoir de l'information d'accompagnement. C'est au moins un moyen d'orientation. C'est un choix que vous avez fait. Pourquoi vous n'avez pas importé déjà les enseignants qui existent déjà sur l'ancienne base de données? Alors, ça va être fait
Je laisse répondre Jean-Charles Alors, Michel. ça va être fait. Ça va être fait. Il faut se rendre compte qu'on est dans une étape de lancement avec une nécessité de monter en charge. Donc, effectivement, soit on inscrivait tout le monde et on attendait de voir ce qui se passe, soit on inscrit prioritairement les enseignants qui ont besoin de rédiger des questions, en gros, sur mai et juin, et de limiter l'accès pour la montée en charge aux enseignants qui ont ce besoin-là. Donc, malheureusement, on leur demande effectivement de se signaler, mais c'est le moyen aussi pour nous de nous assurer que la montée en charge se fasse correctement sur l'applicatif. Voilà, et c'est pas que ça. Si je peux intervenir, c'est pas que ça. On a aussi une vraie problématique, c'est que les personnes qui travaillent aujourd'hui sur CIDES n'utilisent pas forcément leur compte universitaire. Et donc, nous, on les connaît avec un compte universitaire et une façon de se connecter, ce qu'on appelle par chiboulette sur les systèmes nationaux. Et on n'arrive pas forcément à savoir que c'est cette personne-là, de retrouver la même personne. Donc, nous, on met en œuvre des algorithmes justement pour essayer de retrouver les personnes, mais on sait qu'on a un taux d'erreur parce qu'il suffit que la personne n'utilise pas son adresse mail professionnelle ou mettre une adresse mail personnelle, et du coup, derrière, on n'arrive pas à y retrouver. Donc, c'est pour ça que la création automatique, oui, dans l'absolu, oui, pour un certain nombre, mais on sait que de toute façon, ça ne marche pas. Et là, le fait de passer par ce mécanisme de formulaire, c'est qu'on est sûr de retrouver la bonne personne. Voilà, c'est aussi pour ça. Jean-Charles, j'avais comme notion aussi, mais je me trompe peut-être, que les TCS au tout départ ne seraient pas disponibles. Alors les TCS, si, seront disponibles. On a refait le point techniquement avec l'équipe. Alors il y a une contrainte sur les TCS, c'est qu'il faut saisir les réponses. C'est-à-dire qu'on ne peut pas interroger pour l'instant le panel d'experts, mais à partir du moment où on saisit les réponses des experts au moment de la saisie du TCS, on pourra utiliser la question. Merci. Merci Christian. Donc là, je vais… Bonjour Florence de Nantes. J'avais une petite question par rapport aussi à l'inscription des enseignants. Est-ce que les enseignants qui sont aujourd'hui connus dans CIDES-NG auront directement accès au studio à terme, ou est-ce que c'est vraiment deux banques différentes? Non, à terme, tous les enseignants auront accès au studio. Là, on est dans une phase de lancement initiale, qui passe par cette inscription-là. Mais c'est vraiment la phase initiale de lancement. Hein. Donc, ceux qui sont connus aujourd'hui dans CIDES-NG, en fait, basculeront automatiquement sur Studio. C'est ça ma question. Oui, en fait. Oui, effectivement. L'ensemble des utilisateurs, on va dire, du cœur administratif qui auront le profil enseignant auront accès au studio. Ok, merci. Donc, maintenant, je vais mettre en lien, donc je reprends mon schéma qui n'était pas assez chargé, donc j'ai rajouté des étiquettes de couleur en plus dessus. Je vais mettre en lien maintenant la mise à disposition des différents modules du studio avec la formation qui va être proposée. Donc, en vert, donc tout d'abord au mois de juin, donc en mois de mai plutôt. Donc pour le studio, donc on a la formation qui débute du studio en même temps que la mise à disposition. Donc c'est dès le mois de mai, donc dès la semaine prochaine. Pour ce qui est donc du planificateur et de Ines Cockpit, la formation sera proposée de la même façon au moment de la mise à disposition, donc début juillet. Et ensuite, pour ce qui est du superviseur et de l'examen, donc ce sont deux modules qui seront mis à disposition, on va dire de façon libre auprès des facultés début juillet, mais sur lesquels nous allons faire donc un mode de démonstration en juin qui permettra à la fois de tester, de faire des tests en local par les informaticiens et aussi de former donc les gestionnaires autour de l'utilisation donc du superviseur et puis au moins pour comprendre comment ça fonctionne autour de l'examen. Donc voilà, il y aura cette particularité de la formation, le superviseur et les examens. La formation commencera dès le mois de juin, on n'attendra pas le mois de juillet
pour vous donner des moyens de découvrir et de vous former à ces 2 modules. Et enfin, donc le module notation, lui aussi mis à disposition début juillet. La formation, elle, se fera à partir de début juillet, au moment de la mise à disposition. Voilà. Ça, c'est donc sur les modalités de formation, on reviendra tout de suite après, en particulier pour le studio, sur ce qui va être fait pour accompagner le studio. Un point important, c'est la philosophie de la démarche d'amélioration continue de l'UNES. Donc, l'UNES vous propose de travailler de façon agile sous un mode de développement continu, intégration continue. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que il n'y aura pas de mise à jour majeure annuelle de CINES UNES Évaluation, mais des mises à jour fréquentes, continues, des différentes améliorations qui seront développées. En parallèle à ça, et c'est central, c'est la participation de la communauté des utilisateurs. Donc, c'est important d'avoir des retours d'utilisateurs autour de tests et puis de faire donc des retours vous-même spontanément, nous d'organiser des tests et puis que vous fassiez remonter des suggestions d'amélioration fonctionnelle ou ergonomique. Les retours d'utilisateurs, ils permettent d'orienter, de prioriser les évolutions des outils. C'est fondamental. Ça veut dire qu'en gros, vous allez utiliser en conditions réelles ou en conditions de test les outils. Vous allez nous faire des retours et ces retours vont nous permettre donc de développer l'outil, de l'améliorer, de corriger des bugs quand il y en aura évidemment. Une fois que les fonctionnalités auront été développées, elles seront déployées, ce qui permettra de revenir donc soit en utilisation en conditions réelles, soit en test, pour à nouveau repartir sur un cycle d'amélioration. Donc, ça veut dire que l'évolution continue, ça veut dire que la version des applicatifs que vous avez en mai n'est pas celle que vous avez en juin et encore moins celle de septembre. Ça, c'est vraiment important, c'est la philosophie qui est motrice dans les développements de l'écosystème. Ça veut dire, de façon très pratique, l'incrémentation progressive des fonctionnalités. Pour être très concret sur le studio, par exemple. Donc, comme vous l'avez compris, à partir de lundi, on est dans un mode de préouverture, donc d'une version initiale du studio, mais qui ne comporte pas encore toutes les fonctionnalités prévues de la version cible qui sera mise à disposition en juillet lorsque tous les modules de CIDES UNES Évaluation seront disponibles. Donc la version initiale de début mai, elle permettra évidemment de créer tous les types de questions, sauf les 3 que j'ai évoqués tout à l'heure, donc que ce soit l'EDL, l'EDP, la LCA, QRU, QRM, etc. Mais la version cible que vous allez avoir début juillet, elle permettra aussi donc d'accéder à la scénarisation des stations d'ECOS. Elle permettra de récupérer les questions ISD de l'ancien CIDES. Elle permettra le travail collaboratif, la gestion des listes, des référentiels, l'assemblage des évaluations. Ça, et ce n'est qu'une partie des choses qui seront développées, mises à disposition entre début mai et le mois de juillet. Et au-delà du mois de juillet, l'évolution continue, elle ne s'arrêtera pas. C'est-à-dire que la version que vous avez en juillet, ça sera pas la même que celle qui sera disponible début septembre. De façon pratique, si on prend à droite, vous voyez qu'il y a 9 cases qui sont 9 menus de l'interface du studio. Et vous voyez qu'en pratique, il n'y en aura que 2 qui seront disponibles. Mais rassurez-vous, les 2 qui seront disponibles correspondent aux fonctionnalités que vous avez actuellement dans l'interface ISD de l'ancien environnement. C'est-à-dire créer vos questions et pouvoir gérer la liste des questions existantes. Donc, voilà, l'outil sera fonctionnel dès la semaine prochaine. Alors, Jean-Charles, je peux intervenir là-dessus. C'est pas anodin ce qu'on dit là, vous avez bien compris ce qui va se passer, c'est-à-dire que certains enseignants vont arriver et c'est pour ça qu'on contrôle un peu les accès et qu'on accompagne les premiers accès.
Parce que si on ouvrait complètement la plateforme, la première expérience est souvent très importante pour les utilisateurs. Ils vont dire, mais c'est quoi? Il manque la moitié des types de questions, il n'y a pas ci, il n'y a pas là, etc. Donc voilà, c'est un argument supplémentaire pour une ouverture progressive sur les personnes vraiment qui ont vraiment besoin de s'en servir pendant l'été, début septembre. Et aussi, vous êtes aussi relais de cette information-là, comme quoi, vous l'avez bien compris, hein, l'ouverture se fait progressivement, les fonctionnalités apparaissent progressivement, et du coup, c'est un message à faire passer auprès de vos collègues et collaborateurs. Voilà. Là, ce qu'on vous propose sur cette diapositive, alors vous allez pouvoir, on va la jouer ensemble, mais vous pouvez aussi y accéder directement après la présentation, c'est de vous montrer la version cible qui est prévue pour juillet 2021, ou en tout cas l'état de l'art il y a à peu près une dizaine de jours. Ça veut dire que même par rapport à cette vidéo que vous allez voir qui est où il y a plus de fonctionnalités globalement hein, que celle que vous allez avoir la semaine prochaine. Quand je dis globalement, ça veut dire que c'est pas autour des questions, la création des questions, c'est autour des autres aspects autour, collaboration en particulier. Donc, y compris donc la solution que vous allez avoir pas en septembre, mais en juillet, sera encore plus avancée que celle qu'on va regarder ensemble maintenant. Donc, c'est une vidéo qui a été, je pense que vous n'avez pas à voir le son, donc c'est une vidéo qui a été enregistrée par Christian Boissier et je le remercie. Alors, je ne sais pas si elle est fluide, Olivier, je ne sais pas si vous la voyez. Si, c'est bien, mais le son, on devrait l'entendre aussi, hein, alors, si tu mets le son. Moi, je vais commenter peut-être, tout simplement, du coup. Par contre, c'est tout petit, tu ne peux pas grossir? Je vais essayer de grossir, attends. Alors, nous, on peut le faire peut-être avec notre interface? Non, non, mais c'est l'écran qui est petit. Non, ça doit être ça, voilà. Ça doit être voilà. Donc, tout ça, qu'est-ce qu'on a là? On a un utilisateur, un enseignant qui va se connecter donc au studio. Donc, le professeur Christian Boissier est de l'Université de Saint-Étienne, donc il a choisi son université. Il va se connecter. Et donc, il va arriver donc, sur l'interface du studio. Donc là, c'est l'interface complète. Donc, dans le studio, il y a différentes options. Vous allez retrouver en haut à gauche l'option principale, la création d'éléments d'épreuve. Donc, c'est là où on va créer les questions, tout simplement. Donc, quand on clique dessus, on va avoir un premier onglet avec par défaut donc, le nom de l'auteur. Ici Christian Boissier. On a la possibilité en dessous immédiatement d'ajouter des co-auteurs, des relecteurs, donc il n'y a pas de limitation dans le nombre. On peut y avoir plusieurs co-auteurs, plusieurs relecteurs, et puis le choix donc de la spécialité donc qui se fait directement dans cet onglet. Donc ici c'est la médecine vasculaire. Et enfin c'est le point important, c'est le choix du type d'élément d'épreuve. Donc, vous étiez habitué à avoir des gros boutons de couleur. Ici, les boutons de couleur, ils sont remplacés par ce menu-là. Donc, vous allez déterminer ici le type. Est-ce que je crée une question isolée? Est-ce que je crée un dossier progressif, un DL, etc. Donc, c'est à travers ce menu que l'on choisit le type d'élément. Ensuite, vous allez pouvoir taper un titre, donc qui vous permettra de retrouver votre question. Et on a aussi la possibilité d'utiliser un sous-titre. Donc ça, c'est dans l'idée de filtrer éventuellement derrière sur ces éléments. Donc ça, c'est pour la partie générale. Vous avez aussi un paramétrage qui peut se faire sur le type de numérotation. Là, on est dans un dossier progressif. Là, c'est 1, 2, 3, c'est assez classique. Et puis, le titre de numérotation pour les propositions de réponse. Donc là, on enregistre et on continue. Et ensuite, on passe donc sur l'onglet Liens. Donc là, vous avez la possibilité de lier votre élément d'épreuve, donc DP ici, à des référentiels. Donc là, on a un référentiel R2C, mais l'environnement est prévu pour gérer des référentiels qui ne soient pas des référentiels de médecine et ou pour gérer plusieurs référentiels en parallèle. Et ça sera évidemment le cas dans le cadre de la transition entre donc l'ancienne réforme des ECNI et la nouvelle réforme R2C, donc EDN.
Troisième onglet, donc c'est l'onglet pour saisir les questions, donc contenu. Donc ici, on est dans un DP, on a un champ d'énoncé, on voit que Christian a déjà préparé son épreuve dans un Word, donc il vient de faire un copier-coller. Il pourrait rajouter des médias dans cette partie-là. Il y a une partie de mise en forme. Donc, il vient de rajouter une première question. Donc là, à nouveau, nouveauté. On crée la question. Ensuite, on choisit le type de question. Donc, pour ceux qui, par moment, ont des velléités de transformer des QRM en QRU, sachez que, et l'inverse, sachez que c'est possible dans le nouveau CIDES UNES. Vous allez pouvoir changer un QRU en QRM. Évidemment, ça demandera des modifications sur la validation des propositions, mais c'est tout à fait possible. Donc, mise en forme possible pour l'énoncé avec des médias, mise en forme aussi possible pour les différentes propositions de réponse. Donc ici, on voit la tactique qui est de passer par Word, donc du copier-coller, on voit que ça se fait très bien. Je ne sais pas si Christian, tu veux intervenir sur ta propre vidéo. Oui, non, j'avais pris l'exemple du copier-coller parce que certains de mes collègues m'avaient demandé si c'était possible. Moi, j'ai plutôt l'habitude de maintenant d'écrire directement. Je trouve que c'est plus facile que de passer par le copier-coller, mais c'est une question qui revient souvent, donc c'est pour ça que j'ai voulu faire l'exemple avec le copier-coller. Oui, c'est effectivement, finalement, on complique les choses, mais bon, c'est vrai que c'est une façon de travailler aussi. Donc, on voit que ça se fait très, très bien. Ensuite, donc, lorsque les propositions sont saisies, donc, on peut les mettre en forme, on peut ajouter des médias. Et puis, à droite, assez classiquement, vous retrouvez la possibilité de mettre du faux, du valide, donc de l'indispensable ou de l'inacceptable. Enfin, en gros, c'est le fonctionnement habituel de CIDES. Vous avez aussi la possibilité, et ça c'est un élément important en particulier pour les questions qui partent dans les banques d'entraînement, que ce soit national ou local, vous avez la possibilité de rajouter des commentaires de correction. Ici, Christian rajoute un commentaire global à sa question, mais il pourrait éventuellement rajouter des commentaires liés à chaque proposition. Jean-Charles, j'en profite pour dire que c'est pas une option, hein. Mettre des commentaires et Christian va dire la même chose. C'est presque aussi important que de mettre les propositions de réponse, hein. Parce qu'après, les questions, elles vivent, elles évoluent. Christian, peut-être un petit mot là-dessus, toi qui… Oui, j'allais faire la même intervention. C'est quelque chose d'obligatoire à mon sens. C'est comme ça que dans les auto-formations ou dans l'utilisation des annales, les étudiants peuvent comprendre l'erreur qu'ils ont faite et quand ils le regardent après avoir fait un exercice, c'est beaucoup plus, et ils le mémorisent de façon plus importante. Donc voilà, il y a la possibilité effectivement de le faire question par question ou de façon globale. Mais il faut le faire, comme disait Olivier, je partage son avis. Voilà. Sachant aussi que vous pouvez mettre des liens et que ça ne serait pas aussi absurde de mettre des liens vers des fiches LISA, par exemple, dans le cadre du deuxième cycle. Vous avez choisi tel item de rang A, etc. Vous n'allez pas retaper quelque chose qui vous semble évident si c'est vraiment une question de cours. Alors, au lieu de marquer c'est du cours, vous mettez éventuellement le lien. Voilà, c'est une proposition et ça rend un sacré dynamisme à tous ces contenus. Voilà, sur la vidéo, là, j'ai mis en pause, mais en gros, un DP vient d'être créé. Là, on est retourné à l'interface générale, hein, tout simplement, en enregistrant le DP. Et puis, donc, vous avez, là, on était dans la création d'éléments d'épreuve, qui est donc le menu en haut à gauche. Et juste en dessous, vous avez donc le menu gestion des éléments d'épreuve. C'est là que vous retrouvez, en gros, l'équivalent de la liste des questions, des dossiers que vous aviez dans l'ISD. Donc ici, on voit les questions et les dossiers créés par Christian Boissier. On retrouve évidemment la question, le dossier qui vient de créer. Et à droite, vous avez donc pour chaque dossier différentes options. Vous pouvez dupliquer évidemment, vous pouvez modifier, aller modifier votre dossier, votre question.
Il y a une nouveauté qui est assez importante et qui était très demandée, c'est le petit œil qui permet de visualiser l'intégralité du dossier ou de la question sans avoir besoin de rentrer dans l'éditeur. Et vous avez même une option qui permet de soit de basculer de la vision qu'ont les étudiants ou celle de l'enseignant avec l'ensemble des informations. Et puis, vous pouvez donc sortir directement un PDF et même exporter la question de l'outil. Voilà, donc c'est des fonctionnalités, j'ai envie de dire, très classiques, mais qui vont déjà un peu plus loin que celles que vous aviez jusqu'à présent, et ce n'est qu'un début. Je vais, donc la vidéo est disponible en ligne, je vais rebasculer sur la présentation. Oui, c'était pour montrer que c'était très simple et très rapide d'utiliser l'outil qui est assez intuitif. Donc ça, c'était l'interface, on va dire cible, mais qui sera encore même améliorée par rapport à ce que vous allez avoir en juillet. Et en gros, ce qu'on vient de voir, c'est ce que vous allez avoir demain, enfin lundi. Lundi, toutes ces fonctionnalités-là, elles seront disponibles. Hein. C'est ce que vous allez avoir lundi. Les options que vous n'avez pas sont des options qui sont à côté et qui sont des améliorations, on va dire, par rapport à l'ancien CIDES. Mais le cœur de création, vous l'avez d'emblée dès le mois de mai. Donc, autre évolution attendue pour début juillet, c'est la scénarisation des stations d'Ecos. Donc là, il y a eu un énorme travail qui a été fait, et à nouveau Christian Boissier peut être salué pour ça. Il y a un travail considérable qui a été fait autour de la modélisation, de la création des interfaces pour créer des stations d'Ecos. Donc, les stations d'Ecos les échos sont au cœur de la réforme, mais nécessitent, de par leur complexité, un accompagnement spécifique de formation. Et donc, cet accompagnement, il sera disponible entre mi-juin et début juillet. C'est pour ça qu'on vous donnera accès aux échos à partir de début juillet. En attendant, on vous avait montré cette démonstration, ce tutoriel qu'a fait Christian Boissier, donc un autre tutoriel qui est dédié aux échos. Donc on ne va pas le revisionner aujourd'hui, mais vous pouvez reprendre le lien ici et donc vous est décrit dans ce tutoriel le pas à pas pour créer une station d'échos. Christian, je ne sais pas si tu veux intervenir aussi sur ce tutoriel. Non, il n'y a rien de particulier. C'est là aussi pour montrer que c'est assez simple. Maintenant, la station d'Écosse, il faut l'avoir réfléchi avant pour pouvoir remplir facilement toutes les cases. Simplement, le fait d'avoir un cheminement qui est bien codifié, ça permet de rien oublier dans la création de sa station d'Écosse. Voilà. Moi, j'ai une remarque, juste, j'enchaîne très rapidement sur la solution d'Écosse, la vidéo. Moi, j'incite beaucoup à la regarder. Alors, bien sûr, pour voir l'interface, comment ça a été pensé, parce que c'est fonctionnel, mais c'est aussi une bonne façon de découvrir les subtilités des Écosses et sa complexité. En termes de formation, on a des enseignants qui découvrent les Écosses à travers cette interface. Ça peut être un peu déroutant, mais voilà, il y a une double vertu, à la fois de présenter l'interface, l'outil numérique, mais aussi pour les enseignants de commencer à s'immerger dans la production d'Écosse. Voilà, et je rappelle donc la formation, enfin les formations, parce qu'il y aura 4 parcours de formation qui seront disponibles. Il y a un énorme travail là, de conception qui est en cours de réalisation par le groupe de travail ECOS R2C, donc c'est voilà, donc qui permettra. Il faut qu'on salue Marc Braun, hein, qui est le professeur doyen là, à Nancy, qui anime tout ça, et tous les gens qui travaillent avec lui autour des Écosses, qui sont des passionnés et qui voilà, ont produit ou sont sur le point de produire une certification en ligne de grand niveau, là, de super qualité. Et je pense que voilà, il faut les saluer pour cet investissement. Voilà, on peut nommer Eva Fegerlova, Emmanuel Moussier et puis Agatha Urbanski pour l'UNES, donc qui font effectivement un énorme travail de préparation qui sera mis à disposition auprès des enseignants des facultés.
Autre évolution, on enchaîne, donc on l'a déjà évoqué tout à l'heure et c'est une question centrale, je pense, pour tous les enseignants, c'est comment je vais récupérer mes questions de l'ancien TIA. Donc en pratique, on vous l'a expliqué tout à l'heure, il y a le lac de données, des extractions de données, donc des questions qui sont faites, des questions et des traces d'apprentissage. Les dernières données qui ont été importées datent du 7 janvier, donc toutes les questions réalisées sur l'ancien CIDES sont dans le lac de données UNES. Une partie des données a déjà été utilisée pour les banques d'entraînement d'UNES entraînement, et donc va se poser la question de récupérer donc les questions dans le studio. Donc il y a une étape qui est importante, Grégory Mathès en a parlé tout à l'heure, qui est la partie identification des questions. En gros, il faut qu'on puisse dire la question qui est dans le lac de données, elle appartient à telle personne. Donc, il y a un travail de matching, d'identification de l'auteur entre les données du cœur de données administratives et les données du lac. Donc, en pratique, pour que la reconnaissance automatique se fasse, il faut, on va dire, deux conditions. La première, c'est que l'enseignant ait réalisé une première connexion à l'environnement UNES. Donc, en particulier, ça peut être fait sur CIDES-NG. Donc, il faut s'être connecté une première fois sur l'environnement dans l'écosystème UNES pour être identifié dans le cœur de données administratives. Et l'autre chose, c'est qu'une partie, alors c'est pas le seul élément de matching, mais une partie du matching, de la reconnaissance des utilisateurs est basée sur l'adresse mail. Donc, il est important de veiller à ce que les enseignants aient dans l'ancien CIDES comme mail, leur mail professionnel, si possible le mail universitaire, évidemment, dans la mesure où ils vont utiliser côté UNES leur identification universitaire. Dans le cas où le matching ne serait pas possible, est prévue donc la possibilité de pouvoir, via des outils d'administration, d'associer un utilisateur UNES donc à un ancien compte de l'environnement. Pour ceux qui ont des comptes sur plusieurs plateformes, ça arrive. L'important, c'est à nouveau d'avoir votre mail, on va dire institutionnel, sur les différentes plateformes. Et on vous donnera les questions qui viennent des différentes plateformes sans aucun problème. Donc, à nouveau, les questions aujourd'hui sont celles du 7 janvier, mais toutes les questions, au terme, à la fin de l'ancien CIDES, toutes les questions seront réintégrées dans le lac de données pédagogiques et seront accessibles aux enseignants. Jean-Charles, juste peut-être préciser là-dessus, si tu peux revenir, que voilà, si un enseignant tape ses questions maintenant, eh bien, il ne les aura pas, puisque vous avez vu que la photographie de la base de données, c'était en janvier. Voilà, donc pour ceux qui doivent vraiment taper des questions et saisir des choses, voilà, il faut voir que ça ne sert à rien de les taper sur la plateforme actuelle pour après les retaper sur l'autre. Hein. Donc, il y a quand même un travail d'organisation à faire et pour savoir qu'est-ce qu'il faut taper, où et comment. Voilà, la consigne, effectivement, on est dans une période intermédiaire. La consigne pour les épreuves d'août et au moins jusqu'à mi-septembre, pourquoi ? Parce qu'il faut préparer ces épreuves au mois de juillet. En gros, toutes les épreuves qui seront préparées au mois de juillet, la consigne, c'est de commencer dès le mois de mai, sur mai-juin, à saisir les questions sans attendre l'import, et puis de créer les épreuves début juillet, sans attendre l'import, parce qu'on ne peut pas vous assurer. Il y a une mise à jour intermédiaire, comme c'est noté sur la diapo, qui est en cours, mais on ne peut pas vous assurer de la fraîcheur, en gros, des données. On ne peut pas vous assurer qu'on ne restera pas bloqué au 7 janvier lorsque vous aurez l'import début juillet. Donc, le conseil,
c'est vraiment pour les épreuves d'août et on va dire jusqu'à mi-septembre, c'est de saisir en mai et en juin vos questions pour pouvoir boucler vos épreuves à la mi-juillet. Alors, l'autre élément qui est important pour ceux qui ont l'expérience de la plateforme actuelle, c'est qu'avec le temps, quand même, ça devenait un petit peu désorganisé. On n'avait pas d'archivage où il y avait une politique où on entassait finalement toutes nos questions. Donc, au démarrage, quand tout est propre, ça va, c'est quelques questions. Et après, ça devient très compliqué. Je pense en particulier à des scolarités qui peuvent gérer plein d'examens, plein d'annales, etc. Et donc, voilà, il y a la réimportation des données. Donc, aucune donnée ne sera perdue, hein, donc elles seront toujours là-bas, mais soyez un petit peu vigilants dans le fait d'être propre aussi dans vos importations et d'être assez rigoureux. On aura d'autres solutions de maintenance et d'archivage des questions, mais voilà, c'est juste une remarque au passage. De toute façon, on aurait dû, finalement, genre même avec la plateforme actuelle, mettre en place une politique de nettoyage et d'organisation qui se faisait parfois dans certaines facs, parfois pas par manque de connaissances. Et c'est vrai que ce n'était pas si simple à faire. Et voilà, ce grand ménage, c'est l'occasion de le faire. Voilà, donc on vient de parler de l'importation des questions et évidemment la question d'après, quid de l'importation des épreuves, donc les épreuves de l'IGE. Donc ce qu'on vous propose début juillet, c'est d'importer les questions de l'ISD. En ce qui concerne l'importation des épreuves, elle est prévue. Donc l'idée, c'est de vous permettre d'importer directement, en gros, de choisir une épreuve et d'importer les questions. La date de disponibilité, ça sera aux alentours de la mi-septembre. Donc comme le vient de le dire Olivier, dans tous les cas, les données sont bien conservées dans l'acte de données pédagogiques. Et donc, l'objectif de la migration, c'est l'importation automatique dans le studio de l'ensemble des questions utilisées dans l'épreuve, et puis avec la constitution automatique d'une évaluation qui utilisera donc le contenu des questions importées. Donc, en attendant la disponibilité de ces fonctions, ce que nous vous conseillons, c'est de réaliser avant fin juillet une impression, ce qu'on appelle l'impression PDF du bon à tirer, du BAT, qui vous permet de visualiser le contenu de l'épreuve et d'avoir la liste des numéros de questions utilisés. À partir du 31 juillet, vous allez perdre les interfaces de l'ancien CIDES. Donc, si vous avez besoin de recréer une épreuve, il est important que vous puissiez savoir quel numéro de question vous allez utiliser en attendant de pouvoir importer donc directement les épreuves de l'IGE. Donc, l'idée, c'est de faire une sortie PDF pour pouvoir avoir donc les différentes questions de vos épreuves et ensuite les importer dans le studio. Donc, je rappelle juste comment on fait pour faire un export du bon à tirer. Vous allez dans l'IGE, vous avez pour chaque épreuve, vous avez une petite icône en forme de feuille et voilà les options à cocher. Donc, BAT, ajouter les annexes, afficher le type des questions, afficher la pondération. Et là, vous avez donc toutes les informations qui vous seront utiles pour pouvoir savoir quelles questions vous devez importer dans le studio. Juste petit rappel aussi, quand vous demandez l'importation, le fichier ne sort pas tout de suite, mais il apparaît au niveau des notifications en haut et vous pouvez après cliquer sur le fichier. Donc, il y a un délai entre votre demande et l'apparition du document. Et donc, quand on l'ouvre, on a donc à l'intérieur à la fois donc le numéro de chaque dossier. Là, c'est un dossier progressif. Et puis, pour chaque question, le numéro. Et donc, ces numéros, en tout cas, vous permettront de retrouver les questions. Mais on vous fournira aussi le titre. Mais là, vous avez toutes les informations utiles, y compris même le contenu de vos questions. Excuse-moi, Jean-Charles, donc du coup, la consigne, c'est quoi là? C'est que tout soit tiré en version PDF? C'est quelles précautions il faut prendre? Alors, je pense que ça sera peut-être un objet de discussion. Alors, c'est très spécifique. Donc, mi-septembre, on pourra dire je veux récupérer telle épreuve et on l'importera. Mais il y a la période entre, on va dire, début août et mi-septembre où on aura la possibilité d'importer uniquement des questions. Donc, pour savoir
Si je veux réutiliser une épreuve, il faut que je sache quelles questions je dois récupérer en avance. Donc, pour savoir quelles questions je dois utiliser, en gros, il faut avoir une référence qui ne sera plus l'interface de l'ancien CIDES qui aura disparu, mais ces fichiers qu'on aura sortis. Donc, en gros, les bons à tirer sont des exports qu'il faut faire pour les épreuves qui devraient être reconstruites dans Studio, réimportées dans Studio via les questions individuelles entre le 1er août et en gros le 15 septembre.